Décembre 1945. Un escadron de l'US Navy se volatilise au large des côtes de la Floride. Mars 1918. Un gigantesque cargo en route vers Baltimore disparaît sans laisser de traces. Au fil des années, de nombreux autres avions et navires ont disparu en pleine mer, dans une zone d'environ 1 million de kilomètres carrés, qui a longtemps été source de mystères et de légendes terrifiantes. Le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de retirer l'eau de cette zone couche par couche et ainsi de révéler un paysage jusqu'alors caché. Nous allons vider le triangle des Bermudes. En nous enfonçant dans ses profondeurs, nous explorerons ses recoins les plus sombres et tenterons de résoudre quelques-uns de ses plus grands mystères. Que trouverons-nous au fond du triangle des Bermudes une fois qu'il sera complètement vidé de ses eaux? Les Bermudes, un archipel situé à près de 1000 km de la côte est des États-Unis. Pendant des siècles, elles ont servi de mouillage aux navires de l'Atlantique, mais les eaux de l'archipel constituent une menace mortelle. Les Bermudes sont très attractives, mais également très dangereuses pour les marins qui n'ont jamais navigué dans ces eaux. Le seul nom de Bermudes suffisait à faire naître la peur dans le cœur des marins. L'archipel finit par être surnommé l'île des démons. Le paradoxe de cet archipel paradisiaque, c'est que pendant ces 2-3 premiers siècles, c'était littéralement un cimetière de bateaux. En tant que gardien des épaves historiques des Bermudes, Philippe Rouja est chargé de suivre et de surveiller les navires qui reposent au fond de la mer. Il y a de quoi faire, car ces eaux en abriteraient jusqu'à 300. Comment tant de navires ont-ils pu avoir un accident dans ces eaux cristallines si près des côtes? Aujourd'hui, Philippe va explorer plusieurs épaves susceptibles de lever le voile sur ce mystère. Tout d'abord, la Marie Céleste, un bateau à vapeur à coque en fer qui transportait des vivres et des munitions pendant la guerre de sécession. Le navire a quitté les Bermudes, il est descendu jusqu'à la côte sud et il a coulé juste là. C'est très curieux parce que ce n'est vraiment qu'à 800 mètres du rivage. En plus, ce jour-là, la mer était plate et calme. Tout cela est très intriguant, on essaie de comprendre comment ça a pu arriver. En fait, d'après les registres de Philippe, les Bermudes sont complètement encerclées par les épaves. Il y a forcément quelque chose dans ces eaux qui menace les navires. Mais quoi? Pour le découvrir et résoudre d'autres mystères qui entourent le triangle des Bermudes depuis longtemps, nous avons besoin d'observer ce qui se cache sous l'eau. Nous devons vider la zone couche par couche, jusqu'à révéler un paysage extraordinaire, encore jamais vu. Observer les profondeurs des Bermudes n'est possible que grâce à une technologie en évolution rapide connue sous le nom de cartographie par sonar. Le sonar envoie des ondes sonores en direction du plancher océanique. Le signal retour donne la forme et la profondeur du terrain situé en dessous. Et c'est cette technologie qui va peut-être nous permettre de comprendre pourquoi des centaines de navires ont coulé tout autour de l'île.
Bonjour Nick, ça va? Très bien, et toi? Le géologue Nick Hutchings est un chercheur d'or des temps modernes. Aujourd'hui, il se sert de la cartographie par sonar pour tenter de repérer des formations sous-marines spécifiques à proximité de certaines des épaves des Bermudes. Je recherche des dépôts minéraux qui peuvent prendre la forme de cheminées hydrothermales, également appelées fumeurs noirs. Nick croit que les cheminées aujourd'hui éteintes pourraient contenir des minéraux et des métaux rares. Je m'attends à y trouver de l'or et du cuivre. Et dans les croûtes, du platine, du cobalt, du nickel et surtout des terres rares, qui sont des métaux très importants car indispensables à la technologie moderne. Pour trouver les précieux métaux, Nick se sert d'un sondeur multifaisceau. Les données révèlent un extraordinaire paysage sous-marin autour des Bermudes, notamment ce qui semble être la crête d'une montagne. On a une sorte de grand plateau, surplombé par ce qu'on appelle la crête. Elle forme une pente d'environ 60 degrés et descend jusqu'à 640 mètres de profondeur. C'est un aperçu fascinant du plancher océanique. Mais comment se fait-il qu'on trouve la crête d'une montagne sous-marine au large des côtes des Bermudes? Pour bien comprendre, nous avons besoin de prendre un peu de recul. Grâce aux dernières données sonars récoltées tout autour des Bermudes, il nous est maintenant possible de virtuellement vider toute cette zone. Sans eau, le minuscule archipel semble perché au sommet d'une spectaculaire montagne. Un mont sous-marin de près de 4 km de haut, perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment est-il arrivé là? Si l'île est là aujourd'hui, c'est parce qu'une très importante éruption volcanique a eu lieu dans cette zone, qui est relativement isolée de la plaque océanique et qui s'étire depuis la première phase de développement de l'océan Atlantique. En plusieurs millions d'années, le volcan est devenu de plus en plus grand, jusqu'à dépasser de la surface de l'eau. Le volcan est entré en éruption, formant une gigantesque île volcanique qui s'élèverait près d'1 kilomètre au-dessus du niveau actuel de la mer. Le volcan s'est éteint il y a 30 millions d'années. Après ça, balayé par les vents et la pluie, la montagne s'est affaissée jusqu'à devenir un plateau. Puis, à la fin de la période glaciaire, les Bermudes ont été presque entièrement recouvertes par la montée des eaux, à l'exception d'un petit archipel. Depuis, des récifs se sont formés sur les pentes de cet ancien volcan et ceinturent aujourd'hui une grande partie des Bermudes. Les récifs des Bermudes sont une barrière naturelle qui nous protège de la fureur de l'océan, mais ils ont également mené beaucoup de marins à leur perte. Ces récifs sont potentiellement mortels pour les navigateurs. Mais la vraie menace, c'est ce qui vit dessus. Ces formations sont surnommées boilers ou brisants. Les brisants sont composés d'un certain type d'algues rocheuses et de millions de coquilles de minuscules mollusques. Ensemble, elles forment une structure calcaire incroyablement dure, pouvant atteindre 10 mètres de haut et dépasser de la surface de l'eau à marée basse. Les brisants sont plus durs que les récifs qui les entourent. C'est pour ça qu'ils ont survécu et que leur processus de formation a perduré. En cas d'impact, ils risquent de sérieusement endommager la coque d'un bateau, qu'elle soit en bois ou en métal. Les brisants ont parfois des pointes acérées capables de déchirer la coque d'un bateau comme un ouvre-boîte et de le faire couler en quelques minutes. Et c'est quand la mer est calme qu'ils peuvent être les plus dangereux. L'ironie du sort, c'est que les brisants sont plus visibles lorsqu'il y a des vagues et de la houle. Donc en fait, c'est quand la mer est plate et calme qu'ils sont le plus dangereux parce qu'on ne les voit pas du tout. Les brisants sont responsables du naufrage de nombreuses épaves des Bermudes, dont celle de la Marie Céleste. Cette menace cachée entoure l'archipel, héritage mortel de son passé volcanique. Vider le triangle des Bermudes a permis d'expliquer la présence de centaines d'épaves.
Mais il ne s'agit là que d'une toute petite zone, dans un immense triangle, délimité par l'archipel des Bermudes, la côte nord de Porto Rico au sud et la Floride à l'ouest. L'un des plus célèbres mythes du triangle des Bermudes remonte à la Seconde Guerre mondiale. Le vol 19, ou la patrouille perdue. Une équipe de plongeurs s'apprête à partir à la recherche d'un avion ayant participé aux curieux événements de cette fameuse journée. En vidant encore un peu plus le triangle des Bermudes, trouverons-nous des indices permettant d'élucider cette énigme? Le 5 décembre 1945, 5 torpilleurs TBF Avenger de l'US Navy quittent la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride. Cette opération a pour nom de code Vol 19. C'est un vol d'entraînement de routine le long de la côte atlantique. Aux commandes, le lieutenant Charles Taylor, pilote chevronné. Il a dirigé des dizaines de missions d'entraînement, mais ne connaît pas cette partie de la côte. À mi-chemin, les choses commencent à se gâter. Le lieutenant Taylor signale un problème avec ses instruments de navigation. La météo se dégrade très vite. Et bientôt, ils sont définitivement perdus. Un Martin PBM-5 Mariner part en mission de sauvetage pour tenter de localiser la patrouille et guider les pilotes jusqu'à la base. Le Mariner envoie un message de routine avant de disparaître à son tour. Ni les torpilleurs du vol 19, ni l'appareil parti à leur recherche n'ont jamais été retrouvés. Toutes sortes de théories aussi étranges qu'incroyables ont été avancées pour expliquer la disparition de ces appareils. Enlèvement par des extraterrestres, présence d'un champ électromagnétique. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que les pilotes se sont tout simplement perdus et à court de carburant ont été forcés d'amérir quelque part dans l'océan. Pour le Mariner et les torpilleurs du vol 19, les ennuis ont commencé quelque part au large des Bahamas. Et aujourd'hui, pour la première fois, il est possible de vider cette zone jusqu'au plancher océanique sur près de 5 km de profondeur. Ce processus révèle une vaste zone sous-marine sans relief, connue sous le nom de plaine abyssale. Un gigantesque désert. On comprend aisément pourquoi les avions n'ont jamais été retrouvés. Mais aujourd'hui, 70 ans plus tard, nous allons peut-être enfin réussir à localiser le Martin Mariner, parti au secours des torpilleurs du vol 19. Mike Barnett est un plongeur technique spécialisé dans la recherche d'avions perdus. Après des années passées à enquêter sur l'incident du vol 19, il pense avoir enfin réussi à déterminer où le Mariner s'est écrasé. J'ai essayé de recréer le parcours de l'avion dans mon esprit, jusqu'à l'endroit où il a pu s'écraser. Il a décollé de la base aéronavale de Banana River. Il est parti en direction du nord jusqu'au Cap Canaveral. Puis il s'est éloigné de la côte pour rejoindre la zone de recherche qu'on lui avait assignée. Il y avait un cargo non loin qui dit avoir aperçu une explosion en plein ciel environ une demi-heure après le décollage du Mariner. Quand le bateau s'est approché, il n'a trouvé aucun débris. Donc soit l'avion a coulé, soit des morceaux ont été emportés par le Gulfstream. Aujourd'hui, Mike et son équipe se préparent à partir à la recherche des restes de l'avion perdu. Le site que nous allons fouiller aujourd'hui est à 70 mètres de profondeur, à environ 80 km de la côte. Nous pensons que ça vaut le coup d'aller enquêter là-bas, parce que c'est dans le périmètre de recherche. C'est un peu plus sonore, mais avec l'influence du Gulfstream, l'avion a pu être emporté vers le nord. Des pêcheurs du coin ont aperçu des épaves dans cette zone. Mike les cherche avec son sonar. On vient de passer au-dessus de la cible. C'est à peine détectable et plutôt petit, ce qui est normal pour un avion. Je crois qu'on n'a plus qu'à enfiler nos combinaisons de plongée et aller voir ça de plus près.
La cible est à plus de 65 mètres de profondeur. Mike pense que c'est peut-être un avion, mais il ne peut pas encore dire s'il s'agit ou non du Mariner. À cette profondeur, la visibilité est très limitée et un fort courant rend les recherches très difficiles. On sait qu'on est proche, les épaves attirent les poissons et il y en a beaucoup ici, alors on sait qu'on n'est pas loin. Soudain, les plongeurs aperçoivent quelque chose dans la pénombre. C'est le train avant de l'appareil. Et juste à 2 pas, ils découvrent le fuselage rouillé d'un gros avion. Ce site est très intéressant, car il contient beaucoup de structures intactes. Avec le temps, il ne reste des avions que des morceaux éparpillés sur les fonds marins. Alors c'est assez spectaculaire. Pourrait-il s'agir de l'épave du Mariner ? La prochaine étape consiste à récolter toutes les preuves permettant d'identifier l'appareil. Il remarque des pylônes le long des ailes, qui servaient sans doute à relier les flotteurs à l'appareil. Apparemment, il s'agissait d'un avion amphibie. Il y a également des hublots sur le côté du fuselage, exactement comme sur un Mariner. Par ailleurs, le plan horizontal de l'appareil semble correspondre aux photos de l'avion disparu. Il s'agit donc peut-être de l'appareil parti au secours des torpilleurs du vol 19. Mais l'équipe n'a pas encore trouvé de preuves concluantes. C'est un avion, c'est sûr. Il présente des caractéristiques intéressantes. Il y a beaucoup d'éléments que l'on s'attendrait à retrouver sur un avion de sauvetage. Je vais rentrer et observer les photos et les vidéos. Je suis très excité. Tout cela mérite une enquête plus approfondie. Mike a besoin de l'avis d'un expert pour identifier l'avion. Il a donc décidé de montrer les images de la plongée à un historien de l'aviation, Roy Stafford. En tant qu'ancien pilote de l'US Navy, Roy est un spécialiste des avions militaires américains. C'est le tout début de la plongée. On s'est dirigé vers le fond en nageant à contre-courant pour trouver l'épave. Regardez, on commence à apercevoir des débris. À la base, on espérait tomber sur le PBM-5 Mariner, mais en fouillant la zone, on a trouvé des éléments qui ne correspondent pas vraiment. Alors la question c'est, de quel genre d'avion s'agit-il ? Je peux tout de suite vous dire qu'à en juger par le système de freinage et par le pneu qu'on voit ici, cet appareil date d'après la Seconde Guerre mondiale. Ça, on dirait bien que c'est un morceau du cockpit, le haut des vitres. Roy est absolument certain que l'épave n'est pas celle du Mariner qu'il recherche. Mais si ce n'est pas l'avion de sauvetage disparu, alors qu'est-ce que c'est ? La réponse à cette question pourrait peut-être permettre d'élucider un autre mystère du triangle des Bermudes. Regardez, c'est intéressant. Ce hublot est sans doute destiné à accueillir un appareil photo. Exactement. Et il y en a plusieurs à l'intérieur. Ils sont très remarquables et ont tout de suite attiré notre attention. On voit qu'il s'agit d'un bimoteur. Pour moi, c'est clair, il n'y a que 2 possibilités. Avec ces 2 pylônes de chaque côté, il s'agit soit d'un RB-66, soit d'un A3 de la Navy. Roy ne met pas longtemps à identifier formellement l'avion. C'est forcément un A3 Skywarrior. Quand on regarde tous les indices, le fuselage, les pylônes sous les ailes, l'angle de flèche sur le plan horizontal, le fait que le train d'atterrissage soit rentré dans le fuselage, ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'un A3 Skywarrior. À l'époque, le A3 Skywarrior était le plus gros avion embarqué de la marine de guerre américaine. Et des dossiers de la Navy indiquent qu'en 1960, l'un d'entre eux s'est écrasé en essayant d'atterrir sur un porte-avions situé dans cette zone. Il est fort probable qu'il s'agisse de celui que Mike et son équipe ont découvert. Mais le Mariner parti à la recherche des torpilleurs du vol 19 est toujours introuvable. On va poursuivre les recherches. Cet avion est forcément quelque part. Reste juste à trouver où. Si nous vidions l'immense plaine abyssale qui entoure les Bahamas, nous réussirions certainement à localiser la patrouille perdue.
et à en juger par l'état des autres épaves retrouvées au fond de l'océan, voilà à quoi ces avions ressembleraient après 70 années passées en mer. En vidant encore davantage le triangle des Bermudes et en nous enfonçant dans ses profondeurs, nous rencontrons un autre phénomène étrange. Dans les Bahamas, il existe de vieilles légendes à propos de monstres marins qui vivaient cachés dans de profondes grottes sous-marines. Des bêtes qui dévoreraient les hommes et les navires. Mais aujourd'hui, la science nous permet de découvrir l'incroyable vérité qui se cache derrière ces mythes. À seulement 80 km de la côte de Floride, dans la pointe ouest du triangle des Bermudes, se trouvent les Bahamas. Un archipel composé de plus de 700 îles. C'est ici que l'on trouve l'une des forces naturelles les plus mystérieuses du triangle des Bermudes. Des tourbillons qui, selon les légendes locales, sont capables d'aspirer hommes et navires. En vidant le triangle des Bermudes sur près de 5 km, nous découvrons un paysage à couper le souffle. Les Bahamas reposent sur un immense plateau calcaire qui s'élève depuis le plancher océanique. C'est le grand banc des Bahamas. Ces falaises, plus hautes que toutes celles que l'on trouve au-dessus du niveau de la mer, culminent à près de 4500 mètres, soit presque 3 fois la profondeur du Grand Canyon. En se rapprochant de la côte, on retrouve un autre phénomène, l'une des formations rocheuses les plus étranges de la planète, les trous bleus. De gigantesques cavités sous-marines qui s'enfoncent des centaines de mètres en dessous du niveau de la mer. Le trou bleu de Dean est le plus grand et le plus profond d'entre eux. Tom Ayliff est l'un des plus grands experts en trous bleus de la planète et il est bien conscient des dangers qu'ils représentent. Les trous bleus ont des pentes sableuses très raides. Il est déjà arrivé que des gens un peu imprudents s'approchent trop près du bord et tombent à l'intérieur. Au fil des années, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans le trou bleu de Dean. En général, les locaux préfèrent rester à distance, car d'effrayantes légendes surnaturelles entourent ces lieux. Dans les Bahamas, les trous bleus font l'objet de beaucoup d'histoires et de légendes populaires. L'une d'entre elles raconte qu'un monstre du nom de Lusca vivrait au fond du trou bleu et que c'est lui qui, en respirant, ferait entrer et sortir l'eau de la cavité. On raconte aussi qu'en inspirant, Lusca aurait aspiré des navires qui se seraient trop approchés de la cavité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tom a observé des tourbillons dans le trou bleu de Dean comme ceux dont parlent les légendes. À marée montante, j'ai déjà aperçu jusqu'à 3 vortex ou tourbillons aspirer l'eau en même temps au fond de cette cavité. Tom tient à trouver une explication rationnelle à cet étrange phénomène. La marée joue un rôle important. Mais se pourrait-il qu'il y ait d'autres forces à l'œuvre dans les profondeurs de ce trou bleu largement inexploré? Pour le savoir, un seul moyen, plonger. Tom a beau explorer les trous bleus des Bahamas depuis plus de 20 ans, il est toujours aussi émerveillé qu'au premier jour. Ce sont des portails vers un autre monde. Quand on plonge là-dedans, on se retrouve dans un endroit qui ne ressemble à aucun autre sur la planète. Les trous bleus sont des formations naturelles atypiques que les géologues pensent aujourd'hui comprendre. Pendant la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était plus bas et tout ce calcaire dépassait de la surface de l'eau. Des pluies acides se sont infiltrées dans la roche, érodant le calcaire et y creusant de larges cavités. Le plafond de ces cavités a fini par s'effondrer, créant ces fameux trous bleus en forme de bouteille.
À la fin de la période glaciaire, ces gouffres ont été entièrement submergés par la montée des eaux. Tom s'enfonce dans les profondeurs du trou bleu de Dean quand soudain, le passage s'élargit. À environ 20 mètres de profondeur, la chambre fait une cinquantaine de mètres de diamètre. Quand on descend 10 mètres plus bas, la cavité s'ouvre à nouveau et double de taille. De 50 mètres, on passe à une centaine de mètres de diamètre. Soudain, à 35 mètres de profondeur, Tom aperçoit ce qui semble être des tunnels latéraux partant de l'entonnoir principal. Ils sont petits, mais exercent une puissante force de succion. Dans ces tunnels, il y a de puissants courants de marée qui essaient de nous aspirer. Nous ne sommes pas allés très loin, et pourtant, au retour, il a fallu tirer de toutes nos forces sur la corde pour sortir. À 45 mètres de profondeur, Tom atteint sa limite. Il n'est jamais descendu plus bas. Seule une poignée de plongeurs spécialisés a osé s'aventurer plus loin. L'un d'entre eux est même descendu 200 mètres en dessous du niveau de la mer, mais les profondeurs du trou bleu restent largement inexplorées. Nous savons qu'en vidant le trou bleu de Dean, nous révélerions non seulement la cavité en forme de bouteille, mais également un réseau de tunnels et de fissures qui s'enfoncent dans les profondeurs. Ce sont les flux d'eau qui entrent et sortent de ces tunnels qui génèrent les tourbillons, et non pas un monstre marin mythique. Sans eau, le trou bleu de Dean est une structure géologique certes terrifiante, mais entièrement naturelle. Si les trous bleus des Bahamas livrent peu à peu leurs secrets, il reste encore de nombreux phénomènes inexpliqués dans le triangle des Bermudes. D'étranges légendes évoquent de gigantesques murs d'eau qui sortent de nulle part. Il existe également une curieuse substance sous-marine qui recouvre les fonds marins et qui serait capable de détruire des navires. Mars 1918. Un navire de marchandises de la marine américaine quitte la Barbade. Le USS Cyclops est un gigantesque vraquier de 19 000 tonnes. Il transporte une cargaison de manganèse et compte 309 hommes à bord. Un jour seulement après avoir levé l'ancre, il pénètre dans les eaux les plus profondes de tout le triangle des Bermudes et disparaît. Jamais personne n'a retrouvé la moindre trace de l'immense navire ou de son équipage. Pour Marvin Barash, cette histoire est une tragédie personnelle. Mon grand-oncle, Lawrence Merkel, était pompier à bord du navire. Il avait tout juste 20 ans et faisait partie des 309 membres d'équipage. En général, quand les bateaux disparaissent, on retrouve toujours quelque chose. Le bout d'un canot de sauvetage, un peu de la cargaison, un morceau d'épave. Mais là, rien. Le fait qu'aucun morceau d'épave n'ait jamais été retrouvé a alimenté les théories les plus folles. On s'est mis à raconter toutes sortes d'histoires étranges. Un journal de Washington, D.C. prétendait que des pirates avaient pris le contrôle du bateau et qu'ils voguaient sur les eaux de l'Amazone. D'autres disaient qu'il était tombé aux mains d'un sous-marin allemand. On a également parlé de monstres marins, de pieuvres géantes. Il y avait même des images dans plusieurs journaux du pays. Marvin a passé toute sa vie à tenter de découvrir ce qui était réellement arrivé au Cyclops. Il a passé au peigne fin tous les documents et toutes les archives liées au navire. Après des décennies de recherches minutieuses, il pense enfin avoir réussi à identifier un défaut de conception fatale. C'était à l'époque le plus grand et le plus rapide de tous les navires en circulation de la marine américaine. C'était un bateau à fond plat, sujet à un roulis important. Un jour, il s'est mis à tanguer d'une 50aine de degrés d'un côté, puis d'une 50aine de degrés de l'autre. Après ça, beaucoup de navires auraient eu du mal à retrouver l'équilibre, ce qui les aurait menés droit à la catastrophe. Étant
Étant donné que le bateau était très enclin au tangage, se pourrait-il que quelque chose ait pu le faire chavirer? Quelque chose d'extraordinaire? Pendant des siècles, les vagues scélérates ont alimenté de nombreuses histoires de marins. De gigantesques murs d'eau sortis de nulle part, engloutissant tous les navires sur leur passage. Pendant plusieurs centaines d'années, nombreux sont ceux qui considéraient les vagues scélérates comme des légendes. Des marins revenaient au port en disant qu'ils avaient vu ces fameuses vagues et qu'ils y avaient survécu. Selon le docteur Simon Boxall, ces vieilles légendes de vieux loups de mer ne peuvent plus être ignorées. Grâce aux satellites, on peut observer la planète entière en quelques jours. Au cours des 20 dernières années, nous avons détecté et mesuré des vagues scélérates qui, dans certains cas, faisaient plus de 30 mètres de haut. Donc elles existent. Ces vagues géantes ont même parfois été filmées. En hiver 2012, celle-ci s'est abattue sur un bateau de sauvetage en mer du Nord. Étant donné les conditions météorologiques extrêmes dans le triangle des Bermudes, des vagues scélérates d'une telle envergure pourraient-elles s'y former? On a l'Atlantique Nord, les tempêtes équatoriales, les fréquents ouragans, les orages qui arrivent du golfe du Mexique. Tous ces éléments combinés créent une mer très instable et agitée avec des vagues scélérates. Les eaux agitées du triangle des Bermudes ont-elles produit une vague scélérate assez grande pour couler le Cyclops? Le triangle des Bermudes a longtemps été considéré comme un endroit mystérieux. Mais aujourd'hui, grâce aux dernières technologies, nous pouvons le vider couche par couche, afin de détruire les mythes et de comprendre ce qui s'y passe réellement. Mais parfois, seule la méthode expérimentale permet de résoudre une vieille énigme. L'université de Plymouth, au sud de l'Angleterre, est le bassin à houle du laboratoire Coast, le plus avancé de tout le Royaume-Uni. Il peut reproduire une grande variété de conditions océaniques que l'on trouve dans le triangle des Bermudes. Ici, les scientifiques prennent la notion de vague scélérate très au sérieux. Essayons de reproduire une vague de 16 mètres. Aujourd'hui, les océanographes font une expérience pour déterminer si une vague scélérate aurait pu couler un bateau aussi grand que le Cyclops disparu. L'équipe se sert d'un modèle réduit comparable en taille au Cyclops. Ils vont le placer dans la trajectoire directe d'une vague scélérate. Pour commencer, ils génèrent une série de vagues normales. Avec des ondulations équivalentes à des vagues de 8 mètres de haut, le navire reste stable. Mais lorsqu'ils simulent la rencontre de deux fronts orageux, des interférences se créent à la surface de l'eau. Et soudain, comme sortie de nulle part, une vague scélérate. C'est l'équivalent d'une vague de plus de 15 mètres de haut, et son impact sur le modèle réduit est plus que parlant. Cela prouve bien qu'en théorie, une vague scélérate aurait très bien pu couler le Cyclops. Mais un autre phénomène étrange pourrait être tenu responsable de la disparition du bateau. Pour l'observer, nous devons vider encore un peu plus le triangle des Bermudes. Sur le plancher océanique, à plus de 330 mètres de profondeur, on trouve un étrange dépôt blanchâtre et cireux. Une seule parcelle pourrait recouvrir une surface plus grande que Manhattan. Cette substance s'appelle hydrate de méthane. Ces hydrates de méthane sont issus de la décomposition bactérienne et microbienne de matières organiques, végétaux, poissons morts, plancton, qui se sont déposés sur les fonds marins. Sur ces images, on peut voir des amas d'hydrate de méthane sur le fond marin. Il arrive également que le méthane soit piégé dans des poches situées sous le plancher océanique.
En 1981, en mer de Chine méridionale, un navire de forage a touché une poche de gaz peu profonde, libérant ainsi le méthane contenu à l'intérieur. En remontant à la surface, le gaz a déséquilibré le bateau, qui a fini par chavirer, puis par couler. N'importe quelle perturbation importante du plancher océanique, comme un séisme ou un glissement de terrain, risque de déloger un gros bloc d'hydrate de méthane, qui en remontant vers la surface, se transforme en gaz. Une éruption d'hydrate de méthane aurait donc très bien pu faire chavirer l'USS Cyclops, surtout quand on sait qu'il était enclin au roulis. Mais le seul moyen de déterminer ce qui est vraiment arrivé au bateau, c'est de trouver son épave. J'ai étudié le sujet en long en large, et je pense savoir approximativement jusqu'où le navire est allé après avoir levé l'ancre. Je crois qu'il a navigué pendant environ une journée et qu'il a coulé au nord-ouest de Porto Rico. Marvin espère que l'on arrivera un jour à localiser l'épave. Trouver la dernière demeure du Cyclope, de mon grand-oncle et de tous ceux qui ont servi à ses côtés représenterait énormément pour moi. Mais si les calculs de Marvin sont exacts, le navire ne sera pas facile à retrouver. En vidant la zone, on découvre une fosse qui s'enfonce jusqu'à 8 km en dessous du niveau de la mer. La fosse de Porto Rico. C'est le point le plus profond du triangle des Bermudes, et même de tout l'océan Atlantique. En explorant cette gigantesque dépression sous-marine, des scientifiques se sont rendus compte qu'elle recelait peut-être le plus mortel de tous les secrets du triangle des Bermudes. La source d'un tsunami potentiellement dévastateur. Le plus terrible secret du triangle des Bermudes réside peut-être dans sa partie la plus profonde, la fosse de Porto Rico. Aussi, les scientifiques se pressent pour explorer ces régions sous-marines pratiquement inaccessibles. Ici, dans les laboratoires de la télédétection de la National Geographic Society, on a mis au point une toute nouvelle technologie pour filmer le fond de l'océan. Son nom, la Dropcam. Parfait, on peut y aller. Après des années de développement, l'ingénieur en chef Eric Berkenpass a enfin décidé de tester sa caméra dans l'océan, au large du Chili. L'appareil est non motorisé. C'est un poids qu'il entraîne au fond de l'eau. On était très anxieux quand on a jeté la Dropcam dans l'océan. Quand l'équipe a lâché la caméra au-dessus de la fosse de Porto Rico, il a fallu 1h30 à l'appareil pour parcourir les 8 km qui le séparaient du fond. Il est programmé pour passer quelques heures sur le plancher océanique, refaire surface et transmettre sa position. Quand on a enfin entendu les signaux haute fréquence sur l'émetteur radio et qu'on a vu la position satellite, on a été incroyablement soulagés. Voici les premières images du fond de la fosse de Porto Rico, à 8 km de profondeur. Ce projet de télédétection des fonds marins nous donne un aperçu de l'une des grandes régions inexplorées de la planète. Mais il ne s'agit là que d'une série de plans ne couvrant qu'une zone de quelques mètres carrés à la fois. Si l'on veut vider entièrement la fosse de Porto Rico, il nous faut plus de données. Yuri Tenbrink, scientifique à l'Institut d'études géologiques des États-Unis, tente d'établir une carte complète de la fosse. Et selon lui, il n'y a pas une minute à perdre. On a commencé à faire des recherches dans cette fosse parce que géographiquement, elle ressemble beaucoup à celle de Java, où a eu lieu le séisme qui a provoqué le tsunami géant de 2004. Et c'est très inquiétant parce que si un tremblement de terre de magnitude 9 se produisait dans la fosse de Porto Rico, ça risquerait de déclencher un tsunami qui pourrait atteindre la côte est des États-Unis, voire peut-être même l'Europe. L'équipe de Yuri se sert de véhicules sous-marins téléguidés pour examiner la fosse et déterminer le niveau d'alerte. Les véhicules envoient des ondes sonores afin d'obtenir une lecture du terrain aussi précise que possible.
La cartographie 3D révèle les parois abruptes d'immenses canyons sous-marins. Dans certains rifts et vallées, les parois atteignent parfois près d'1 kilomètre de haut. Les géologues savent depuis longtemps que cette fosse est le résultat de la subduction de la plaque nord-américaine sous celle des Caraïbes. Mais ce que les nouvelles données suggèrent, c'est que ce terrain pourrait être propice aux avalanches sous-marines. Ces glissements de terrain peuvent déplacer des rochers dans des zones de plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui ont la taille de grandes villes. Ces blocs de pierre font au moins 200 mètres d'épaisseur et peuvent atteindre 10 voire 20 kilomètres de long. Un glissement sous-marin de cette envergure pourrait provoquer un tsunami qui risquerait de menacer la côte est des États-Unis, comme le craignait Yuri. Pensez à Boston, Charleston, Baltimore et à toutes les centrales nucléaires situées le long de la côte. S'il y a un risque de tsunami, il faut s'y préparer. Depuis le désastre de Fukushima en 2011, on connaît les terribles conséquences d'une centrale nucléaire mal protégée. Pour qu'un tsunami équivalent atteigne la côte américaine, il faudrait qu'un séisme de magnitude 9 se produise dans la fosse. Pour évaluer la probabilité que cela arrive, l'équipe de Yuri a prélevé des échantillons de roches dans la fosse pour les analyser en laboratoire. Ce qu'ils ont découvert est un immense soulagement pour les habitants de la côte est des États-Unis. Mais ceux qui vivent plus près de la fosse, eux, ne sont pas à l'abri de la catastrophe. Compte tenu de l'état actuel de nos connaissances, nous ne sommes pas sûrs qu'un séisme de cette envergure puisse se produire ici. Ce qui ne veut pas dire que de gros tremblements de terre de magnitude 8 à 8,5 ne puissent pas avoir lieu. Ils n'auront peut-être aucun impact sur la côte est des États-Unis, mais risquent de causer des dégâts considérables dans les Caraïbes. Il est également possible qu'un séisme au centre de la fosse déclenche une éruption d'hydrate de méthane, nous confortant ainsi dans l'idée que ce gaz peut être à l'origine de quelques disparitions tristement célèbres du triangle des Bermudes. Les données récoltées par Yuri nous permettent de vider la fosse de Porto Rico sur près de 800 km. Étant donné sa taille et sa profondeur abyssale, on comprend mieux pourquoi certains navires et avions n'ont jamais été retrouvés. La fosse est cernée par de spectaculaires falaises abruptes de plusieurs kilomètres de haut. Un paysage véritablement impressionnant au fond de l'océan. À 8 kilomètres de profondeur.